Et puis mes résultats, on me met sur une voie de garage. On me dirige à l'époque sur un CAP ou sur un BEP, mais moi sur la liste, il n'y a rien qui me plaît. Et moi je veux dessiner, et on me dit c'est ça que tu vas faire. Et puis j'apprends qu'il y a les beaux-arts, où un bulletin, tes parents sont fiers de toi. Tu vois ? Moi c'est à 17 ans, quoi. Ça a pris un peu de temps, quoi. Si tu veux, j'étais pas antimilitariste, mais presque, toi. De toute façon, et la vie elle est faite de rencontres, et elle te construit à travers des rencontres. Bonjour, bienvenue dans notre podcast United We Conquer by Pearl. Aujourd'hui c'est l'épisode 4.1. 4 parce que nous recevons un nouvel invité. Cet invité c'est Stéphane Delvin, ancien commando marine qui a appartenu au CTLO, au groupe de contre-terrorisme et de libération d'otages. Donc encore un commando marine, certains diront oui, on dirait que ce podcast est uniquement destiné à des commandos et qu'il est fait par d'anciens commandos. Alors c'est pas tout à fait faux, évidemment. On rencontre les gens par affinité, par cercle concentrique, mais la porte est ouverte et l'envie est bien celle de rencontrer d'autres personnes issues d'autres armées, d'autres unités, des services également dont on aura sans doute beaucoup à apprendre, tout en respectant bien sûr le secret. Avec Stéphane, on va s'intéresser encore une fois à un parcours singulier, une personne entre guillemets ordinaire qui va connaître des situations extraordinaires. Et ce premier épisode va nous permettre de voir déjà la genèse, la partie qui précède en fait l'entrée dans l'armée, avec un Stéphane qui est dans un système scolaire dans lequel il est mal adapté, et il va se révéler en fait, on va voir que Stéphane est un artiste, au sens propre du terme. Et vous allez entendre cette sensibilité particulière qu'il a, cette spontanéité, un certain nombre de traits de caractère qui le définissent et qui permettent de mieux comprendre la suite du parcours. Et donc cette genèse est aussi intéressante que le reste du parcours et ne peut pas être séparée du reste du parcours. Et c'est pour cela qu'on vous propose cette partie aujourd'hui comme un premier épisode, donc le 4.1. Et j'espère que vous allez bien l'apprécier. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bon, tu te sens comment là ? Détendu, y a pas, ouais, détendu. Parfait, je vérifie en même temps si l'enregistrement est bien lancé, parce que la dernière fois je me suis aperçu que j'ai loupé juste le moment où Steph parlait du moment où il avait découvert les commandos marines en lisant New Look. Donc, j'avais des pièces compromettantes et je les ai perdues à ce moment-là. Ah merde. Bon, et là, tu peux pas repartir en arrière. Non, c'était trop tard. Je pouvais pas lui demander de redire ce qu'il venait de dire de manière aussi spontanée comme ça. Ça sentait le piège. C'est clair. Avant de venir au bureau, t'as un rituel habituellement en fait. Tu fais. On rentre progressivement dans l'interview, mais est-ce que c'est une curiosité que j'ai. Est-ce que t'as des trucs que tu fais régulièrement avant de venir au bureau, petit déjeuner peut-être, boire un café. Ah, toujours important le petit déjeuner. Et par exemple, je vois que t'es encore bien en forme. Est-ce que tu fais du sport toujours quotidiennement? Ouais, alors moi c'est l'inverse, c'est-à-dire que j'ai en bureau, mon rituel c'est plutôt la sortie du bureau. Ah ouais. Sortie du bureau. Donc ça veut dire quoi que t'es sortie du bureau, ou parfois dans des périodes un peu compliquées où c'est en plein milieu de la journée. Et c'est l'avantage d'être indépendant, c'est-à-dire que tu vois, je suis équipé, j'ai toutes mes affaires ici. L'endroit où je travaille, j'ai une douche à disposition, enfin voilà, et j'ai toujours mon vélo. Et je me suis pas installé ici par hasard, puisqu'à côté il y a le terre, avec le parc, des agrès et tout ça. Ouais. Et donc du coup, en fait, c'est ça, c'est que j'ai besoin dans la journée, ou au minimum dans les 3 fois, voire 4 fois dans la semaine. C'est mon exutoire. C'est, je prends mon vélo, je vais courir, même des fois marcher, ne serait-ce que je descends, je marche à travers les bois, je me ressource, je vais faire quelques exercices et ça m'aide à m'évacuer. Tu dis que c'est un exutoire, c'est-à-dire que c'est un moment où tu sens que c'est il y a du stress en fait. C'est pas du stress, c'est pas du, oui, peut-être que c'est du stress, c'est sans doute peut-être du stress, mais je le prends pas comme ça moi. Je le prends comme j'en ai besoin pour me concentrer justement. Moi, j'ai besoin de me ressourcer dans la journée, ou comme il y en a certaines personnes méditent. Moi, j'ai besoin de me retrouver. Ça m'aide à réfléchir pour la suite. Et t'écoutes de la musique, par exemple, pendant ce moment, ou c'est alors voilà, aussi j'écoute de la musique, j'écoute de la musique, ouais. Ça m'arrive, et des fois non.
Des fois, j'ai vraiment besoin de rien du tout. Ouais. Mais la plupart du temps, ouais, c'est... Et du parcourir, tu vas faire du vélo, en fait? Courir, vélo, il faut que ça pulse. 30-40 minutes. Ouais. Enfin, il faut que... Et par exemple, Steph, il me disait qu'il faisait du crossfit. Ouais, du crossfit. J'en ai fait. De la boxe encore, en fait. J'en ai fait. Mais je suis resté sur le rythme du crossfit, en fait. Donc tu te fais des agrès, en fait. Un effort intense sur une courte durée. En fait, se faire mal, quoi, tout simplement. Se faire mal, en fait, voilà. Mais quand t'as l'habitude, tu t'as plus l'impression de te faire mal, quoi. Seul te rappelle les années qui faudrait peut-être un peu descendre en rythme. La performance et ça se fait naturellement. Mais ouais, non, j'ai besoin. Et donc on vient progressivement à nos questions sur. Mais tu vas voir finalement que ça va revenir. C'est ce moyen de se concentrer. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Alors, en revenant un petit peu finalement à tes origines, on sait que tu as été commando marine, c'est une chose, que tu fais d'autres choses aussi depuis que tu as quitté la marine. Mais ça serait intéressant de savoir déjà avant ça. D'où je viens? Ouais, d'où tu viens, ce que tu as fait. J'ai cru aussi comprendre que tu avais fait des études qui sont peut-être un peu inattendues. Inattendues, ouais. Donc, atypique, ouais. dans quel genre de famille tu es né déjà? Alors moi je suis né dans une petite je suis né dans une grande ville du nord de la France, Lille, voilà. Et après j'ai grandi en banlieue dans la campagne, dans un petit village. Papa fonctionnaire de police, maman mécanicienne dans une usine et non superbe enfance, principalement à la campagne. Tout s'est très très bien déroulé. Un petit séjour avec mes parents en outre-mer. Grâce à la police, en fait. Grâce à la police, oui. Et qui fait que quand je reviens, là en fait j'ai du mal à raccrocher les wagons scolairement parlant, parce que j'ai pris un peu de retard. Et puis donc dans quelle classe là? Là je reviens en 5e. Et collège, et là collège, là c'est le début des emmerdes. Non, c'est pas le début des emmerdes, mais c'est-à-dire que là j'ai du mal à raccrocher et je fais une scolarité en collège compliquée. Là en fait mes parents prennent conscience que j'ai des difficultés scolaires, mais qui sont en fait, voilà, depuis l'âge, en fait, tout a commencé. J'ai un gros souvenir de l'outre-mer. Pourquoi? Parce que il s'est arrivé. C'était comme si c'était hier. J'ai entre 9 et j'ai une dizaine d'années. C'était où en outre-mer? J'étais en Guadeloupe. Et c'est là où j'ai commencé à me passionner pour le dessin. Tout s'est déclenché là-bas. Et c'est vraiment là, à ce moment-là, cette période-là, que j'ai décidé. Je veux en faire mon métier. Je veux dessiner. Donc très tôt. Comment? Ouais, très tôt. Ouais, voilà. Mes parents sont super surpris, toi. Je suis généralement 9-10 ans, ouais, bon voilà, un mois tu veux faire ci, un mois tu veux faire ça, quoi, toi. Et moi, non, je veux dessiner. Malgré tout, je veux dessiner, mais mes parents, je suis un petit garçon dynamique, je grimpe dans les arbres, je fais du bicross, enfin, je cours partout, quoi, toi. Et je rentre, donc voilà, et puis ça commence à me valoir des problèmes à l'école, forcément, parce que je dessine en cours. Voilà. Donc je suis pas tombé dans le cliché, tu sais, à l'époque la pub des Guy de Graine. C'est pas comme ça que vous réussirez. Voilà. Et puis je continue et retour en France, avec le décalage scolaire à l'époque, c'est compliqué de raccrocher les wagons. Et puis je dessine toujours. Je retrouve des amis, et je vis une adolescence. Tu dessines quoi d'ailleurs en fait? Alors à l'époque, je dessine beaucoup de cartes. Des cartes. Donc des cartes géographiques. Ouais, des cartes géographiques. Ouais. Ça alors. Ah oui, mais j'en ai dessiné un paquet. Un paquet. J'ai toujours été attiré inconsciemment par les cartes, et d'ailleurs j'aime toujours les cartes. J'aime toujours savoir où ça se trouve. J'aime toujours voilà, ça c'est resté. Bon, c'est un petit truc. On voit quand même déjà peut-être quelque chose aussi. De découverte, voilà. Ouais, mais peut-être un lien avec la marine. On sait jamais. Il y a eu plusieurs signaux comme ça sur mon adolescence. Ouais. Et je rentre, je dessine et je continue à dessiner, voilà. Mais mes parents n'y prêtent pas attention, même si à l'école on me dit que voilà, je suis le garçon qui sait, tu sais, t'as toujours qui est doué en maths aussi. Moi ça va, mais en fait je suis un peu fainéant. Il faut le dire, fainéant, où j'accroche pas au système.
C'est-à-dire que je bosse pour avoir la moyenne, quoi, toi, voilà. Sans plus de et je mets motivation, pas en fait. plus de motivation. Il y a des certaines matières, je veux dire, à des moments donnés, qui m'intéressent. Par exemple, l'histoire m'intéressait à ce moment-là, la géo m'intéressait forcément. Ouais. Les mathématiques, des fois j'accrochais. L'anglais, et puis après, c'était par morceau. Tu te renseignes à cette époque-là sur comment devenir justement dessinateur, comment on fait des cartes. Alors à l'époque, après, je commence à dessiner beaucoup de voitures. Ouais. Et c'est fin des années c'est les années 80, hein, fin des années 80. Et là, on commence à voir des reportages à la télé, même on n'a pas Internet, on n'a pas tout ça. Et je fais à travers des revues de voitures à l'époque, comme tous les garçons, tu sais, qui aiment les bagnoles. Mais moi, je dessine. Et je tombe sur une école en Suisse. Et que l'école, pour certains qui vont connaître, hein, c'est Sbarro, un designer très connu. Et ouais, je me dis à mes parents, voilà, moi, c'est ça que je veux faire. Je veux être designer, enfin, je veux dessiner des voitures, des camions, des deux roues. Tu vois, et encore aujourd'hui, hein, j'ai 50 piges, je suis toujours intéressé par l'esthétique, le design, enfin certains trucs. Enfin, voilà, bon, ouais, ça c'est mon petit jardin secret, voilà. Et c'est toujours à côté, c'est toujours ma passion. Ma passion, je suis attiré par ça, mais j'en ai pas fait mon métier, c'est tout. Ouais, c'est une passion qui est inassouvie quand même. Ouais, bien sûr, bien évidemment. Ben oui, parce qu'à l'époque, on se renseigne forcément, et c'était les tarifs à l'année, c'était, mes parents n'avaient pas les moyens. Une école privée. Ouais, une école privée, et puis il fallait un certain niveau. En fait, la problématique de ces écoles-là, il faut passer par un cursus classique. Et dans ce cursus classique, moi j'ai des difficultés, c'est-à-dire que j'ai pas les notes qui vont bien en français, ni en maths, ni en, toi. Et ça me paraît compliqué. Donc voilà, je fais je redouble ma quatrième, je redouble ma troisième, c'est compliqué. Ma troisième, je l'ai redoublée par demande de mes parents. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je prends connaissance qu'il y a une école en Belgique, une école d'art. Ouais. Et qui est plus spécialisée donc sur l'automobile. Qui est spécialisée dans l'art en général. Ouais. C'est une école magnifique. Mmh. C'est une école magnifique. J'y suis retourné moi avec mes enfants là cette année, tu vois. Je leur ai fait découvrir là où j'ai grandi. Enfin, pour moi qui est ma naissance scolairement parlant, s'il y a une naissance, là, c'est là où la première, tu vois, quand tu reviens avec des travaux sous le bras ou un bulletin, tes parents sont fiers de toi. Tu vois? Moi c'est à 17 ans, quoi. Ça a pris un peu de temps, quoi. Et en revanche, mais avant ça, le collège c'est compliqué parce que moi il y a des dans la famille, la cellule familiale, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on va faire de Stéphane, quoi, toi? Et j'entends à un moment donné, tu sais, comme dans toutes les familles, si ça va pas, il va aller à l'armée, quoi, toi. C'était à l'époque, t'entendais souvent, c'est le débouché, quoi. Débouché, toi, en gros, soit, et puis le fait de, c'est en fait c'est toujours des rencontres. De toute façon, et la vie, elle est faite de rencontres et elle te construit à travers des rencontres. Et j'apprends qu'il y a cette école-là. Et en parallèle, je vais faire un stage en troisième, là, tu vois. Je vais faire un stage. Et vu mes résultats, on me met sur une voie de garage. On me dirige à l'époque sur un CAP ou sur un BEP, mais moi, sur la liste, il n'y a rien qui me plaît. Et moi, je veux dessiner. Et on me dit, c'est ça que tu vas faire. Et puis, j'apprends qu'il y a les Beaux-Arts. Et pour les Beaux-Arts, il faut les Beaux-Arts de Valenciennes. Ou de Lille. Ouais, Valenciennes, de Lille. Et là, je me souviens d'une moquerie aussi, tu vois, mon prof de maths qui se penche comme ça sur ma table devant tous les élèves, qui dit haut et fort, il y en a qui mangent pas de culot, enfin qui arrivent complètement debout, qui posent des concours régionaux avec des résultats médiocres, toi. En gros, il a su que j'avais postulé pour les Beaux-Arts. Et ça, tu te souviens que ça a été... c'est humiliant. C'est humiliant. Mais... C'est humiliant, en fait, c'est humiliant, mais je suis dans ma petite peau d'adolescent, tu vois, un peu condescendant, me dire ouais, je pose les Beaux-Arts, ouais, parce que je sais que je peux y arriver. Et en fait, au fond de moi, je sais que je peux y arriver, mais en gros, j'ai pas le laissé passer, c'est-à-dire ces notes classiques à avoir, tu sais. Bon, c'est pas grave. Je pose, on prend connaissance. Donc en Belgique, je pose donc les Beaux-Arts. J'ai une réponse rapidement défavorable puisque je n'ai pas le niveau scolaire général. En revanche, en Belgique, ils prennent la peine à travers les bulletins déjà, il y a un tri.
mais il y a aussi une journée de test. Et tu viens avec un book. Donc j'arrive en Belgique avec 450 dessins derrière moi, donc une farde assez complète. Et des dessins de tout en fait. Ouais, de tout, mais de tout ce que j'ai, voilà. Donc, mais j'écris. Alors, je dessinais beaucoup au bic et au crayon de bois, quoi, ce qu'on appelle aujourd'hui crayon gris, quoi, toi. Et donc du coup c'est assez monochrome, toi, c'est forcément ça manque de couleur, ça manque de style, ça manque de... Ouais, mais bon là en fait du petit garçon en collège qui a toujours bien dessiné de sa classe, voire de tous les sixièmes, après tous les cinquièmes, de tous les quatrièmes, toi t'as beau être reconnu par ta prof d'art plastique à l'époque pour le dessin. Tu te retrouves comparé avec là t'es avec les meilleurs des meilleurs de toute la France et de la Belgique. Donc là j'arrive, donc nature morte, bam, je la dessine, tac tac tac, je passe devant un jury, tu t'exprimes devant un jury. En fait c'est déjà là, j'adhère. Tu vois, on me laisse ma chance. Je prends cette école comme elle me laisse une chance. Ok, t'es pas fort en maths, t'es pas fort en français, mais on veut voir ce que t'as dans le ventre. Il y a pas que ça dans la vie. Voilà. Et là je monte mes dessins, oui. Et là quelques semaines rapidement, je suis refusé. Ah, putain. Et là, tu descends, tu vois, à force, on te dit que t'es bon, il y a quelque chose, parce que moi, mes parents ne savaient pas, mes parents ils sont pas issus d'un milieu artistique. Donc, t'as beau avoir un coup de patte, ils se posaient des questions, et puis, je te dis, on est encore dans les années fin 80. Peut-être que pour eux, il n'y a pas vraiment de vrai métier, ou en il y a tout cas, pas, ils m'ont jamais assuré de gagner sa vie. Mon père, paradoxalement, mon père, qui a été toujours très dur avec moi, au fond, aujourd'hui, je sais qu'il a toujours cru en moi. Et ma mère qui dit, en gros, on va pas faire grand chose de lui, quoi. C'est comme ça va être compliqué, toi. Donc, mon père, qui a un petit réseau pro à l'époque, et rencontre un directeur d'agence de publicité. Et suite à mon échec, mon père, il l'arrête. Hein. Il a pris le téléphone, il a appelé ce directeur d'agence. C'est une histoire, mon père lui avait rendu service suite à un accident de la route, puisque mon père était CRS sur les autoroutes. Il appelle et il lui explique la situation, et il lui dit, si ton fils est d'accord, il vient chez moi dans mon agence une semaine, et je vais le tester. Et je vais te dire si ça vaut le coup d'insister ou pas. Et ça, moi je le sais pas. Moi il me dit tiens Steph t'iras donc le matin on est sur ma fin de première troisième. Je suis pas pris aux Beaux-Arts, Saint-Luc, no way, mais no way, on te dit pas la réponse, toi, on te dit que t'as pas été admis, mais voilà, on te dit pas que t'es bon. J'ai pas réalisé que c'était si tôt. Ah ouais. Mais ça va aller très très vite après. Je pensais que t'étais encore au lycée. Ouais. Ça va aller très très vite. Pourquoi? Parce que on sait plus quoi faire de moi. J'ai déjà redoublé une quatrième, hein. Donc la troisième c'est en d'axe. On veut m'envoyer dans un CAP, un BEP et dont je ne veux pas. Donc là, confrontation avec les parents. Et là, je viens d'échouer à Saint-Luc et je sais que c'est cette école-là. Donc mon père rencontre cette personne et cette personne accepte pendant mes vacances de me recevoir. Donc là, je me lève à 6h du matin ou 5h30, je sais plus. Je prends le train, je me lève 1h30 plus tôt que quand je vais à l'école. Donc quelque part, je suis motivé, tu vois. Et j'arrive à l'agence. Et là, l'agence, donc c'est à l'époque, c'est le début de l'infographie dans la publicité. Donc il y a encore beaucoup de ce qu'on appelle ça des illustrateurs, tu vois. On a des gens qui travaillent avec des feutres. C'est des gens qui ont vraiment des réels coups de patte. Et là, pendant une semaine, je bosse chez lui. Le premier jour, il me fait faire des traits sur une feuille A4. Et je passe 10 heures à faire. Ça va pas le faire. Enfin, je sais pas ce qu'il Karate Kid. Ouais, c'est ça. Deuxième jour, un truc super boring, toi, super chiant à faire. Troisième jour, tac, on monte un peu en puissance. Le jeudi arrive et donc le boss, je le vois pas. Hein, je suis dans le studio avec les illustrateurs, tout ça. Par contre, j'ai de la bienveillance envers ces gens-là, tu vois. Et ces gens-là ils sont derrière, voilà, mais ils me parlent quasiment pas, tu vois. Je suis dans mon coin sur une table à dessin, Et le jeudi, il vient voir, il me dit demain, c'est le dernier jour, ton père, je veux voir ton père. Oh putain, là, ouais, les mots-là, généralement quand on me disait je veux voir ton père, c'est qu'il y avait eu un truc, toi. Donc le soir, je rentre, je dis papa, demain tu viendras me chercher à Lille, enfin c'était du côté de Lille, à la frontière. Et il y a, je sais plus comment c'est son prénom.
qui veut te voir. Ok, mon père me dit, ok, t'as fait une connerie? Je suis bah non, j'ai rien fait. Soit. Et ils se rencontrent. Donc mon père il fait bon alors bilan. Bilan. Il faut que vous insistiez. Mais il faut que ça vienne de lui aussi. J'ai commencé à, j'ai voilà, moi j'ai fait Saint-Luc, enfin j'ai posé les tests, j'ai pas été pris, tac. Il fait pourquoi? Montre-moi ta farde. Donc je lui montre mes dessins. Il me dit bon c'est clair, il fait ça manque de diversité. Donc il fait on va te constituer cette année. Il fait tu vas venir toutes tes vacances scolaires pendant 1 an. Donc mon père c'est pour ça qu'il me demande de redoubler ma 3e. Toutes mes vacances scolaires, je vais chez lui. 1 semaine, 15 jours, tout ça, enfin bref, je repasse Noël, jusqu'à... Et j'ai constitué un book. Et donc là, j'ai accès à tous les techniques, aquarelle, feutre, et puis plus les conseils des pros, quoi. Donc là, je me constitue un book. Donc là, j'ai de la couleur, j'ai des natures mortes, mais j'ai d'autres choses, tac. Et là, j'arrête, et je repose Saint-Luc. Bon là, c'est ma dernière cartouche. Garde à l'esprit là où tu en es, mais j'ai une question à te poser. On la gardera pas, tu me diras. J'ai l'impression, par rapport au rôle qu'on attribue en général aux parents, au père et la mère, j'ai l'impression que tu as un père qui est particulièrement attentif en fait. Complètement. Est-ce que on va beaucoup plus loin que ce que je souhaite dans ce podcast, mais la question vient naturellement en fait. Est-ce que ton père, en fait, lui-même, il n'a pas vécu quelque chose qui était un petit peu similaire à ce que toi, tu as vécu lui à son époque, dans sa jeunesse? Pas du tout, mon père n'a pas eu de père. Mon père n'a pas connu son père. Ouais, mais donc, en fait, il y a une sorte de contraste qu'il a sans doute exercé, quoi. Complètement. Ouais. Et aujourd'hui, pour tout te dire, sans filtre, j'ai dit je t'aime à mon père cette année, la première fois de ma vie. Et lui, tu l'avais déjà dit ou pas? Non. Non. Mais je reviens de loin sur plein de choses, tu vois. Et en fait, les expériences, en fait, après on attaquera dans le dur, mais si tu veux, c'est con, hein, mais c'est une sorte de thérapie ce qui s'est passé, enfin pour plein de choses. Et puis, mais c'est toujours avec un objectif de réussite, un objectif de devenir quelqu'un, tu vois, de quelqu'un de bien, mais bien dans son sens noble, tu vois. Et mon père a toujours été là pour moi. Enfin, mes parents, ma mère aussi, elle y a cru, attention, mais ils se sont parfois accrochés à mon sujet, parce que j'ai dû, il y a certaines nuits, ils ont pas dormi à cause de moi, quoi, toi, pour plein de... Et après aussi, il y a plein de nuits où ils ont pas dormi parce que voilà. Peut-être pour d'autres raisons encore. Pour un autre boulot, mais et tout ça pour dire que 2e année, je reviens à Saint-Luc et là, je suis à l'aise. Forcément, je suis à l'aise. J'arrive avec un book, je suis très fier de ce que j'ai fait dans l'année et en fait et je suis entre guillemets sponsorisé par un professionnel de l'environnement artistique, c'est-à-dire que il croit en moi, ce gars-là. Il sait que voilà, Steph, t'as un coup de patte, on va te le développer, c'est tout. Comme dans plein de métiers, hein, enfin dans tous les métiers, dans tout, c'est que il y a quelque chose de bon dans chaque personne. Après, il faut la trouver et là, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui était bienveillant envers moi et qui a voulu rendre service à mon père. Et en fait, c'est l'alignement des astres, c'était des planètes, c'est-à-dire que voilà. Et donc du coup, là, je suis pris. Et là, je rentre dans le coup classique d'une famille moyenne, toi, mes parents qui serrent la ceinture parce que je suis à l'internat, je suis quand même à 50 bornes de chez moi. Donc, puis tout ce qui est matériel artistique, ça coûte très cher, des pinceaux. Et là, parce que attention, là, et j'attaque un cycle de 4 ans, parce que je saute une année. J'attaque pas par la 3e parce que c'est inversé, 3e, 4e, 5e. Je saute un cycle, je saute une classe. Donc j'arrive avec des gens qui ont déjà une année artistique dans... Et comment ça se fait que tu sautes cette classe? Je coste parce que j'ai eu mon brevet des collèges et puis j'ai un an de retard et puis ils ont jugé que par rapport à ce que je dessinais, j'étais en mesure de prendre la 2e année. C'est une souplesse par rapport à l'âge. C'est inhabituel. Ah non mais je remercierai jamais et ça a été mes meilleures années d'école.
et j'ai rencontré des gens formidables. Et pour moi, la Belgique, c'est mon petit. Dès que je retourne voir mes parents, il y a pas, je vais 48 heures sur un an ou 3 jours. Enfin, des fois, il m'est arrivé. Et à chaque fois, je vais me ressourcer. Je vais revoir l'environnement, toi. Juste ça, parce que je les remercie ces gens-là. Et du coup, c'est pareil là. Et là, je compte sur un premier, parce que tu vas comprendre. J'arrive on est 4 classes. Et chez les Belges, si je puis dire, chez cette école, c'est 4 classes. Et en fait, c'est un contrôle continu. C'est-à-dire que si tu fais pas l'affaire, et t'as un jury à chaque palier. T'as un jury, donc chaque palier c'est un semestre, un trimestre. C'est une année, c'est-à-dire que okay. T'as trimestre, t'as 3 trimestres, et puis après tu passes devant un jury. Et en fait, cette école-là fait venir dans le jury, il y a des profs, mais aussi des professionnels de la profession. Dès la première année, bah. En fait, c'est ça que, en fait, t'as un regard professionnel de gens qui ont, mais toi, finalement, tu connais déjà ça, quoi. Ouais. Mais en fait, quand tu viens exposer ton jury, tu viens aussi défendre ton travail. On te pose des questions, pourquoi t'as fait ci de telle couleur, pourquoi t'as choisi ça, Et là, première année, donc on est 4 classes, donc ça passe, donc là, je te dis, fier, hein, quand même. Deuxième année, pareil, on n'est plus que 3 classes, là. Ils éliminent une classe. Ouais. Donc, t'as 25% qui dégagent. Deuxième année, on est 3 classes et rebelote, rejury fin d'année, puis un jury, enfin ça passe ou ça casse, hein. C'est 50% de ton travail. Fin de cinquième année d'art graphique, rebelote, une classe en moins, tu passes en 6e année. Il y a plus que 2 classes. Donc tu serres les fesses, en fait, à chaque fois. Tu serres les fesses et puis et avec la satisfaction quand même de sentir que tu fais ce que tu mais là ça déroule, je ne me pose même pas de questions. En revanche, je fais plus de 25 heures de dessin par semaine en cours. C'est-à-dire que ça va de tout. Je vois toutes les techniques, je fais de la photo. Je fais du studio photo, je gère le Mamiya, je fais du 24-36 noir et blanc, je fais du développement, la surexposition, j'ai des cours là-dessus, tac. Quand je te dis c'est complet. Je fais de l'aquarelle à l'acrylique en passant par la craie grasse, en passant par le fusain, en passant par l'encre de Chine. Ah ouais, c'est complet. Tu sors de là, tu maîtrises, tu as vu toutes les techniques. Tu vois. Et en plus de ça, t'es inspiré parce que c'est une école, donc il y avait art graphique, il y a de l'imprimerie, il y a ébénisterie, marqueterie, il y a imprimerie, enfin il y a design, pub, après parce qu'il y a un enseignement supérieur encore derrière. C'est une école, mais c'est juste immense. Mais bon, après il y a sans doute des écoles comme ça en France, moi je les ai pas connues. Mais en tout cas, moi je me suis épanoui dans cette école-là. Mais il y a eu à aucun moment il y a eu je vais expliquer ce que j'ai passé, je vais pas passer. Ça se déroule. Alors oui, forcément, une école artistique, tu vois, il y a tout dedans, hein. Donc, et moi, voilà, je fais mon petit bonhomme de chemin, et j'arrive en dernière année, où on n'est plus qu'une seule classe, on est une quinzaine, avec que je côtoie encore certains anciens, là. Donc tu pars, on était une 50-60, on finit à plus qu'une quinzaine, et je suis là, et je finis, entre deux, il y a des concours de dessin, je remporte un prix, je suis le 2e prix sur un truc, en création, j'avais créé un jeu en bois, il y avait Nathan à l'époque qui était intéressé, enfin, il y a des signaux, tu dis, voilà, t'es dans le game, donc du coup là, je laisse côté quand même le sport un petit peu, hein, le sport, et je suis plus, malgré ça, des années après, ma mère me disait, t'as réussi ce que tu voulais, mais je te voyais pas dedans. Je te voyais pas derrière une table à dessin 10 heures par jour. Mais toi, est-ce que tu t'y voyais? Je vais t'expliquer. C'est-à-dire que je finis mon cycle, donc 7e année, je finis, j'ai mon diplôme. Et il y a le supérieur pour aller attaquer supérieur. Et moi, en fait, dans le dessin, les 2 dernières années, on est dirigé vers la pub quand même, les phrases d'accroche et tout ça, les techniques pour qui t'amènent à créer. Parce qu'à l'issue, tu vas dans une agence pour faire de la création, quoi. Et moi, c'est un monde qui me plaît pas trop, en fait. Je fais juste un tout petit retour en arrière sur
t'as appris des choses qui étaient techniques, etc. Mais en t'écoutant, et puis c'est normal dans une école d'art, tu découvres aussi tes capacités créatrices en fait. Ce qui est pas donné à tout le monde. Et donc tu développes des capacités de ce côté-là. Quoi. Bah ouais, puis une sensibilité, c'est-à-dire que aujourd'hui, par exemple, je vois ta gourde, tu vois, je la trouve jolie, tu vois. Mais non, mais je la trouve, non mais c'est ridicule, mais enfin, tu vois, cette sensibilité à travers l'observation, tu vois. Et ça m'a servi après, hein, ça m'a servi, et ça me sert encore. C'est-à-dire qu'il y a des choses, enfin voilà, et d'ailleurs, tu vois, tout à l'heure. Pour ce que je fais aujourd'hui, ça me sert encore. Et j'ai une vue en perspective, ouais, je sais pas t'expliquer, mais il y a des choses qui se passent là-haut, c'est que ça me sert encore. Ça se passe naturellement. Ouais, voilà, et ça se passe. Et du coup, on est amené à faire des travaux pour la ville de Roubaix, une fresque, je sais plus, je me souviens. Et ça me plaît, ça. Ça me plaît, c'est travailler dehors sur des grands formats, et tu vois, avec des grands, c'est de la peinture sur des planches de 3 mètres sur 3, toi. Et là, t'es assez créatif, et c'est des grands mouvements, tu sais. Et c'est un peu physique, parce que c'est vrai c'est pas une feuille A3, sur une petite table de dessin, toi. Et ça me plaît. Et ça me plaît, mais bon, c'est pas faire ça, toi. Et je me dis que je sais que faire des fresques, c'est des métiers. Là, tu vraiment dans à part être connu, reconnu, toi, c'est comment ça. Pour en vivre, je ne suis pas dupe. C'est compliqué, quoi, toi. Bon, cela dit, ça m'inquiète pas trop. Et après, je te dis, j'arrive en fin de cycle, et puis là, côté français, il y a un passage. Je suis appelé sous les drapeaux à ce moment-là. Et en fait, là, c'est là. Je finis mes études. Mes parents reçoivent le papier. Je dois aller faire mes 3 jours. Je travaille l'été. Bizarrement, je travaille l'été. Je vais faire. Je bosse dans un magasin, enfin dans un hyper sur Villeneuve d'Ascq. Et là, c'est pareil. Je suis embauché chez Auchan. Et en fait, en tant que jeune emploi d'été, là, à l'époque, t'arrives, tu fais une première réunion, et t'es une dizaine de jeunes, et on te dit, vous voulez travailler dans quoi? En gros, t'as les produits frais, mise en rayon, dans le magasin, ou, enfin, voilà. Et moi, je me voyais pas mettre en produits frais, je sais pas, ouais, voilà. Et puis, il y avait la sécurité. Ouais, c'est la sécu, ouais, pourquoi pas, toi. Et je sais pas pourquoi, parce qu'en fait, vigile, toi, j'ai 18 piges. Non, 18 piges, je sors enfin, je viens de mon diplôme en poche. Je sais que dans quelques mois, je vais partir sur les drapeaux. Je suis, ouais, vigile, ouais, why not, toi. Et puis, du coup, il fallait 2-3 mecs, et puis, ouais, on est une dizaine, et puis, moi, je prends ça, toi. Et tu disais tout à l'heure que côté sport, c'était pas trop ça, mais est-ce que par exemple j'ai toujours été sportif. T'as toujours fait du sport? Ouais, j'ai fait du judo quand j'étais plus petit. Donc des sports de combat. Voilà, et après j'ai toujours été, je faisais beaucoup de BMX après. Ouais. Bon, donc du coup j'avais des aptitudes sportives. Et du coup voilà, et je me dis ouais tiens qu'on va faire ça. Je me voyais pas mettre en rayon avec une palette, toi, mettre des yaourts ou des poireaux, c'était pas mon truc. Et pas plus la sécu, mais je sais pas pourquoi. Et en fait, c'est à ce moment-là, deuxième rencontre, le boss de la sécu, devine ce qu'il fait. Enfin, ce qu'il a fait. C'était un ancien commando. C'était un ancien commando marine. À Villeneuve d'Ascq. Qui habite encore. C'est improbable. Improbable. Bon. Il nous prend, il nous dit voilà, c'est comme ça les jeunes, vous allez être binômé avec un ancien, tu vois, déjà, l'espace du binôme. Et là, il faut taffer, donc t'as les horaires, machin, tac. Et c'est un mec charismatique, hein. C'est un mec charismatique, pas très grand, hein, moins d'1 mètre, 1m65 peut-être. Très carré, trapu.
Mais une tête, quoi. T'as une tête, et puis, un aura, t'es arrivé dans le Burlingue, c'était Jean-Marc, ouais. Et je voyais le matin, avant que l'ouverture du magasin, et les mecs, les agents, ils étaient alignés, ils passaient, c'était limite inspection de tenue, quoi. Les mecs, il fallait que les tenues soient repassées, parce que t'as tout dans la sécu, hein. Les mecs, et lui, il avait instauré un peu, toi, un esprit de, il y avait une certaine discipline, parce que tu représentes le magasin, donc rasé, il fallait une cravate avec un nœud bien fait, et ta. Ouais, je voyais des petits bonhommes, puis généralement c'est tous des grands gars, tu vois, et puis les mecs, je te dis, il y a pas un qui ça mouftait pas, quoi. Et puis on discute, et je bosse là-dessus. En fait, c'était une connaissance de mon père, initialement, aussi, pareil, dans le biais de son travail. Et puis à un moment donné, il me dit, tu seras là, et je dis, non, fin de l'été, je dis, non, moi, je dois faire mon service national. Puis j'ai mon service national, et même, mes études, si tu veux, j'étais pas anti-militariste, mais presque, toi. Mon père, j'ai vu l'uniforme à la maison, no, et puis mon père m'a toujours dit, non, en tout cas, si un jour tu viens faire quoi que ce soit, ne fais surtout pas ce que je fais, quoi, toi. En gros, voilà, super. Donc, l'uniforme à la maison, mais pas plus attiré que ça. Et donc du coup élevé dans le côté artistique, ça favorise pas l'appel sous les drapeaux, quoi. Je dis ça parce qu'il y avait un mec dans ma classe, on reviendra, qui est là sur cette photo là, pour lui rendre hommage. On est dans la même classe, on fait nos études à Saint-Luc ensemble. Mais lui, à ce moment-là, lui, il est cramé de l'armée. Lui, il est fanat de l'armée. Il fait des PMS, des PME, des préparations militaires de parachutistes. Il est au taquet. Ouais. Mais c'est un artiste. Lui, c'est pareil, hein. C'est un artiste. Et on se foutait de sa gueule. À la limite, on l'associait facho, tu sais, mais quand t'as 17 ans, 19, 18 ans. Ouais, les raccourcis sont vite faits. Ouais, les raccourcis sont vite faits, tu vois, uniforme, facho, enfin bref. Mais on rigolait, on discutait avec lui, hein, c'était un pote, hein. Un camarade de classe, on va dire. Et donc, du coup, j'arrive, j'en parle à mon chef, je dis, non, pour les prochaines vacances, je serai pas là, je dois faire mes 3 jours. Et puis, je me plains, quoi, tu vois, genre, en gros, je dis, moi, Valenciennes, puis j'avais, moi, là où je vivais, mes parents vivaient, j'avais toute une bande de potes. Les mecs, ils allaient à la frontière allemande, hein, faire leur service national, tu vois. Donc c'était 24 heures de train sur une 48. Enfin, ouais, c'était les fameux camps semi-disciplinaires pour les appeler, tu sais, un peu. Enfin, toutes ces légendes, tu sais, ou pas légendes, j'en sais rien, mais enfin voilà. Moi, je dis, mais qu'est-ce que je vais faire là-dedans? Moi, je dois faire 10 mois là. Je dis, mais je vais jamais, enfin. Et je fais mes 3 jours. Ah ça n'a pas manqué. Je vais à Valenciennes. Et là, je tombe sur des. Ouais, je dis non, mais je me sens pas, c'est pas pour moi, quoi, toi. Les mecs sont abrutis, t'es à la queue leu, tu sais, j'assimile ce passage-là avec la chanson de Brel, tu sais. J'ai découvert Brel en Belgique, et la fameuse chanson, tu sais, suivant. Et puis là, je me revois à la queue leu pour faire ma visite médicale avec un abruti là, qui nous braillait dessus parce qu'il fallait rester en ligne. En plus, ça devait être un appelé, quoi, genre VSL à l'époque. Donc ça donne pas forcément envie, quoi. Tu te dis, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là? Et je reviens et je rebosse un petit peu. Et j'ai à mon chef de la sécu, mon responsable, elle me dit, mais qu'est-ce que tu vas faire tes trucs dans l'armée de terre? Mais va dans la marine.